Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, donc notre cours d'aujourd'hui, c'est le rayonnement de l'atome d'hydrogène ou le spectre de l'atome d'hydrogène. D'accord? Donc avant de commencer, de voir le spectre de l'atome d'hydrogène, on va d'abord parler de la lumière. D'accord? Parce qu'il faut comprendre c'est quoi la lumière. Alors, la lumière, elle est faite de petits corpuscules rigides, d'accord, qui se propagent en ligne droite, tel que vous le voyez ici. Ça, c'est l'expérience du prisme qui a été faite par Newton, d'accord. Donc là, vous voyez quand on envoie de la lumière blanche, et puis la déviation, vous voyez, c'est des lignes droites, c'est comme des projectiles. Donc ça, c'était l'ancienne conception de la lumière. On a remarqué aussi que dans certaines conditions, la lumière subit une diffraction. Diffraction qui, vous le voyez là. Donc, quand la lumière passe par un trou, ici le trou est sous forme de cercle, vous voyez, il y a des cercles noirs et des cercles de lumière rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle la diffraction, quand l'ouverture est circulaire. Et là, quand l'ouverture est carrée, on obtient ce genre de diffraction. Et donc, ce phénomène de diffraction ressemble exactement au phénomène de diffraction qu'on observe pour des fluides, comme l'eau par exemple. Donc, vous le voyez ici dans cette image. Donc, il s'agit d'un barrage d'eau. Donc, il y a de l'eau qui arrive par cette fenêtre, d'accord? Il y a de l'eau qui arrive par cette ouverture. Et puis, vous voyez ici les cercles qu'on observe là, c'est la diffraction de l'eau, d'accord? Donc, ça fait comme des vagues ici. Et donc, on a pu, à partir de ce phénomène de diffraction, dire que la lumière se comporte comme une onde. Donc, à la lumière, on associe un aspect ondulatoire. Donc, on continue toujours. Alors, on va vous dire, on vous dit ici que si la lumière est effectivement une onde, elle doit donc produire toutes les manifestations caractéristiques des ondes, d'accord? En particulier, le phénomène d'interférence. C'est quoi ce phénomène d'interférence? Le phénomène d'interférence, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est pour l'eau, par exemple. Et là, on prend donc un récipient qui contient de l'eau. Et là, vous avez ces deux objets que vous voyez là. C'est des objets qui vont envoyer des ondes, d'accord? C'est-à-dire des donc, ça va un peu secouer ce fluide, d'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? À ce niveau-là, il y a ces ondes-là, d'accord? À ce niveau-là, le côté jaune, il y a ces ondes. Et puis, à un niveau donné, où les ondes vont se rencontrer, les points que vous voyez, où elles vont s'annihiler, c'est-à-dire s'annuler, d'accord? Où elles vont créer une vague plus grande. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Parfois, elles s'annulent, parfois, il y a une vague plus grande. Ce phénomène-là qu'on a observé pour les fluides, c'est-à-dire pour les liquides, est le même qu'a observé Thomas Young par son expérience, d'accord? Qu'est-ce qu'a fait Thomas Young? Il a pris une lumière monochromatique. Qu'est-ce que ça veut dire une lumière monochromatique? C'est-à-dire une lumière à une seule longueur d'onde. Il a envoyé, il a fait passer par ce tableau qui contient deux fentes, des ouvertures, c'est des fentes, et puis il y a un écran ici. Et qu'est-ce qu'il remarque sur l'écran? Qu'il y a parfois des zones sombres et parfois des zones lumineuses. C'est exactement ce que vous voyez ici sur le tableau. Donc, des régions qui sont lumineuses et des régions qui sont sombres. C'est la même chose qui est observé ici sur les liquides. On a dit parfois les ondes qui elles vont s'annuler, d'accord? Ou parfois elles vont donner une vague plus grande. C'est exactement la même chose.
ou parfois on observe de la lumière, ou parfois on observe une atténuation, donc on observe ce que vous voyez, la bande noire que vous voyez. Donc, grâce à cette expérience, Thomas Young venait de démontrer le caractère ondulatoire de la lumière. Donc, à la lumière, on associe un caractère ondulatoire. Alors, Maxwell, en 1861, a décrit la lumière comme un champ électrique, d'accord? Un champ électrique. Donc, c'est une onde, d'accord? C'est comme un champ électrique. Mais les lois de Maxwell indiquent que quand on a un champ électrique qui oscille, d'accord? On va avoir aussi un champ magnétique. Et donc, suite à cela, on a conclu que la lumière est effectivement l'association de deux champs, un champ magnétique que vous voyez ici en bleu et un champ électrique, pardon, que vous voyez ici en bleu et un champ magnétique qui lui est perpendiculaire à un modi allé qui lui aussi est représenté en rouge. D'accord? Une autre propriété donc de la lumière, c'est que la lumière est caractérisée par une onde et elle est caractérisée donc par une longueur d'onde. Elle est également caractérisée par la fréquence, la fréquence est égale à C sur lambda, tel que vous le voyez ici dans cette relation. C, c'est la vitesse de la lumière qu'on appelle aussi la célérité de la lumière et lambda, c'est la longueur d'onde. Ou bien la fréquence et la longueur d'onde, ça veut dire plus la longueur d'onde تكون كبيرة, la fréquence تكون صغيرة, plus la longueur d'onde تكون صغيرة, la fréquence تكون كبيرة. C'est ce qui est représenté ici dans ces schémas. Vous voyez ici la longueur d'onde, c'est la distance entre ces deux points-là. Vous connaissez déjà la longueur d'onde. Plus cette longueur d'onde est grande, ça veut dire que la fréquence sera petite, telle que le dit cette relation. Et si la longueur d'onde est grande, la fréquence sera donc petite. La longueur d'onde est grande, la longueur d'onde est petite, la fréquence sera grande et la longueur d'onde grande, enfin vous avez compris, il y a une relation inverse. Maintenant, on sait que quand on a une longueur d'onde et donc une fréquence, on peut associer à la lumière donc une énergie. On peut dire que E est égal à H nu, d'accord? E est égal à H nu, d'accord? La célèbre relation d'Einstein, d'accord? H nu. Ça veut dire que quand la longueur d'onde est grande, quand la longueur d'onde est faible, on est dans ce cas ici, ça veut dire qu'on a une grande fréquence, d'accord? Ça veut dire qu'on a une grande énergie, d'accord? Et donc, on a dit plus la fréquence est grande, plus l'énergie est grande, d'accord? La même chose, il faut se rappeler les vagues et le bateau. Maintenant, si la vague, elle est grande, elle va pousser donc le bateau donc plus loin, donc plus grande énergie, d'accord? Maintenant, le contraire, quand vous avez une grande longueur d'onde, d'accord, ça veut dire que vous allez avoir une fréquence qui sera petite et donc l'énergie sera petite. Il faut se mettre dans la tête l'exemple de l'eau. Qui تكون عندي une grande vague, ça veut dire que la longueur est صغيرة, d'accord, la fréquence تاعها كبيرة et donc elle va pousser le bateau avec une grande énergie. Il faut toujours se mettre dans la tête cet exemple-là. Maintenant, on a dit que la lumière a un aspect ondulatoire, d'accord? Donc, la lumière se comporte comme une onde, d'accord? Donc, la lumière, nous avons dit, c'est la superposition ou deux champs, un champ magnétique et un champ électrique, un champ électrique et un champ magnétique, d'après les lois de Maxwell, d'accord?
Donc, je vais vous montrer ici le spectre électromagnétique. Ça, c'est le spectre de la lumière. D'accord? Donc, vous avez les ondes radio. Les ondes radio, là, vous avez la longueur d'onde. Donc, je les ai classées de la plus grande longueur d'onde à la plus petite longueur d'onde. Vous avez les ondes radio. Donc, quand on dit une longueur d'onde kbira, ça veut dire une fréquence صغيرة et le contraire est vrai. Donc, vous voyez ici, il y a ensuite les micro-ondes, il y a la lumière infrarouge, il y a la lumière visible. Le spectre visible, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que vous voyez ici en bas. Ça, c'est le spectre visible qui est détaillé. Vous avez la lumière ultraviolette, vous avez les rayons X, d'accord? Et puis, vous avez les rayons gamma. Donc, les rayons X qu'on utilise pour faire la radiographie. Les rayons gamma qu'on utilise à l'échelle atomique, c'est-à-dire pour voir les atomes. Je peux vous montrer encore une autre échelle pour avoir une idée après la taille approximative des longueurs d'onde ou l'échelle approximative. D'accord? Donc, là, je vous ai schématisé l'onde. D'accord? Donc, là, vous voyez que les vibrations, plutôt cette courbe sinusoïdale, elle est rapprochée. Ça veut dire qu'il s'agit ici de faibles longueurs d'onde vers les plus grandes longueurs d'onde. Les faibles longueurs d'onde, donc, qu'on utilise à l'échelle atomique, les rayons gamma, les rayons X. L'ultraviolet, c'est à l'échelle moléculaire. Le visible, c'est à l'échelle protozoaire. L'infrarouge, c'est l'échelle à la pointe d'une aiguille. Les micro-ondes, c'est à peu près l'échelle, la taille d'un papillon. Et un peu plus loin, c'est les ondes radio qui sont à l'échelle ou la taille des gratte-ciel. Là, on vous raconte, je vous ai relié la longueur d'onde avec l'échelle taha dans la vie de tous les jours. Je t'ai à peu près de quelle longueur d'onde il s'agit. D'accord? Aussi, donc, dans le domaine spectral, donc, vous avez vu, généralement, on focalise sur 3 régions, d'accord? Le champ électromagnétique, ce qui nous intéresse et sur lequel on focalise ces 3 régions. Vous avez l'infrarouge, l'UV, ça va de 200 nanomètres à 380 nanomètres. Nanomètres, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Vous avez le visible qui s'étend de 380 à 790 nanomètres. Vous avez le proche infrarouge qui va de 790 à 1300 nanomètres. Parfois, c'est beau, dans certains ouvrages, l'échelle elle est un peu modifiée. Et l'UV, par exemple, ça va de 200 à 400 nanomètres, le visible de 400 à 800 et le proche infrarouge de 800 à 1300. D'accord? Et là, je vous ai donné, ça c'est tout le spectre électromagnétique. Et là, je vous ai donné le domaine du spectre électromagnétique qui nous intéresse, nous, en chimie, d'accord? Qui nous intéresse en chimie, qui nous permet d'analyser les molécules, de faire une quantification, même grâce aux UV, on mesure des quantités de matière et pas seulement observer, d'accord? Donc, jusque-là, on a dégagé 3 points. C'est que la lumière peut être décrite comme une onde de champ électrique et de champ magnétique. Les longueurs d'onde les plus courtes sont les plus énergétiques. Pourquoi? Parce que كاين علاقة عكسية بين lambda, la longueur d'onde, et la fréquence. Lambda est égal à C sur nu, qui est la fréquence, d'accord? La fréquence qui est mesurée en Hertz, et puis vous avez l'énergie, d'accord, qui est égale à H nu, c'est la relation d'Einstein. H, c'est la constante de Planck qu'on a vue la dernière fois. Donc, vous voyez que kitkun lambda kbira, ça veut dire que la fréquence, donc kitkun lambda kbira, ça veut dire que la fréquence, elles sont faibles, l'énergie plus faible. Kitkun lambda sghera, ça veut dire l'énergie devient élevée parce que la fréquence devient élevée.
Alors, pour faire vibrer des particules chargées, on peut leur communiquer ainsi de l'énergie grâce à la lumière. Donc, étant donné que la lumière est constituée de quoi? Est constituée de photons, d'accord? Elle est constituée de photons, ce qu'on va voir tout à l'heure. Étant donné que la lumière, on peut lui associer une énergie, d'accord? Ça veut dire que la lumière peut être utilisée pour exciter des électrons et les faire passer d'un état vers des états d'énergie supérieure. Et justement, c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous expliquer un peu d'abord les caractéristiques de la lumière et puis on va arriver vers qu'est-ce qu'on va faire justement avec cette lumière. Je voudrais juste vous dire que jusque-là, on n'est pas encore arrivé à la partie qui nous intéresse vraiment dans ce cours. On va continuer. D'accord? Quand un objet était excité par apport d'énergie extérieure, il pouvait restituer cette énergie sous forme de lumière. L'exemple de ça, c'est le corps noir, c'est le soleil. D'accord? Le soleil, il a reçu de l'énergie, il est en train de la rendre, restituer, il rend cette énergie sous forme de lumière. La lumière que vous voyez là, c'est tout ce spectre-là de la lumière blanche, d'accord? Tout ça, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça, un corps qui émet de plus en plus de lumière et a des longueurs d'onde de plus en plus courtes quand on le chauffe, ce corps-là est appelé un corps noir, d'accord? Alors, un corps noir, c'est quoi? Un corps noir est un corps qui émet de plus en plus de lumière et a des longueurs d'onde de plus en plus courtes, c'est-à-dire la lumière t'encaisse au fur et à mesure quand on le chauffe. Je pense qu'avec cet exemple, vous n'avez pas peut-être vu la relation ou n'avez pas compris de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est que ce corps noir. Je vais aller vers des exemples plus concrets que vous connaissez peut-être mieux. Par exemple, si vous prenez un bout de fer, d'accord, hadith, que vous le chauffez, d'accord, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va devenir comme ça. Donc, il va émettre de la lumière. Donc, le fer est un exemple de corps noir, d'accord? Par exemple, une lave de volcan qui est constituée de plusieurs métaux est un exemple de corps noir, d'accord? Il reçoit de l'énergie, il le rend sous forme de lumière. La lumière que vous connaissez, les lampes que vous avez peut-être chez vous ou dans la rue qui ont différentes couleurs, ils sont constitués de matériaux qui sont des corps noirs parce que la lampe, quand vous la placez dans un courant, c'est-à-dire vous l'alimentez par un courant, vous lui donnez une énergie où l'énergie, elle sera restituée, la lampe sous forme de lumière. Et bien sûr, la couleur que vous observez, jaune, blanche, rouge ou autre, dépend de quoi? Dépend du matériau, d'accord, qui est utilisé. D'accord? Alors, il faut savoir que dans les systèmes classiques, on peut leur communiquer n'importe quelle énergie, ils peuvent restituer n'importe quelle énergie. Par exemple, la phrase, si vous prenez un pendule, si vous prenez un pendule, vous le poussez avec n'importe quelle énergie, il va restituer n'importe quelle énergie, donc il va osciller, d'accord? Donc, à l'échelle de l'atome, il n'est pas possible d'exciter les objets, c'est-à-dire les atomes, avec n'importe quelle énergie, d'accord? Ce n'est pas la même chose qu'un pendule, d'accord? Et ce n'est pas la même chose que les systèmes classiques. Je vous rappelle que le système classique qu'on voit à peu près autour de nous est différent du système microscopique quand on est à l'échelle de l'atome. On l'a vu la dernière fois quand on a parlé de l'aspect ondulatoire de l'électron, etc. On a vu que les règles de la mécanique classique ne pouvaient pas être appliquées à l'échelle de l'atome. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la lumière peut être décrite comme une onde de champ électrique et de champ magnétique. Les longueurs d'onde les plus courtes sont les plus énergétiques. Elle peut communiquer
de l'énergie aux objets irradiés. Donc, on peut exciter donc des objets grâce à cette lumière-là. Et des objets dans un état de haute énergie peuvent se désexciter en émettant de la lumière. Et c'est l'exemple du corps noir. Si vous prenez ici un bout de fer, vous le chauffez, il va devenir rouge brillant, comme vous le voyez ici sur cette photo. Ça veut dire qu'il est en train de rendre cette énergie. Justement, c'est cet aspect-là, c'est ce phénomène-là qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on peut prendre un atome et on peut l'exciter avec de la lumière, d'accord, le bombarder avec de la lumière. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Les électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer d'un état fondamental vers un état excité. Et puis maintenant, quand ils vont redescendre de leur état excité vers leur état fondamental, c'est tout à fait normal parce que tout ce qui se fait dans la nature, il vers l'état de basse énergie. Donc, l'électron vers un niveau supérieur, pour lui, ce n'est pas un état stable, c'est un état excité. Il vers l'état fondamental. Et c'est quand il descend de l'état supérieur à l'état inférieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va restituer l'énergie l'énergie qu'on lui a donnée sous forme de quoi? Sous forme de radiation ou là en émettant de la lumière. On va voir maintenant la lampe à hydrogène, justement. On commence maintenant à arriver, donc à partir de la diapo 12, vous pouvez dire, on commence à arriver réellement à l'objectif de notre chapitre, c'est-à-dire le spectre de l'atome d'hydrogène. Ce que vous voyez devant vous, c'est une ampoule. À l'intérieur, il y a de l'hydrogène. Donc, la lampe à hydrogène ou la lampe à dihydrogène parce qu'il s'agit de H2. D'accord? Il s'agit de la molécule. C'est-à-dire, on prend le gaz hydrogène, on l'enferme dans cette ampoule. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va l'exciter grâce à un courant électrique. D'accord? Qu'est-ce qu'on va observer? D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? On a compris que les électrons vont passer d'un état fondamental vers un état excité et puis ils vont revenir vers leur état fondamental. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cette image-là, c'est le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Vous voyez que c'est différent de la lumière blanche. Pourquoi? Parce que la lumière blanche, vous le voyez, quand elle passe par ce prisme, on a un spectre continu, c'est-à-dire la lumière partout. Vous voyez, un spectre continu. C'est un spectre continu. Et là, c'est un spectre de raies. Pourquoi c'est un spectre de raies? Parce qu'on a du noir un peu partout et puis certaines raies qui sont lumineuses. On les appelle des raies, d'accord? Ça, c'est un spectre d'émission, d'accord? Maintenant, on revient vers ce spectre d'émission. Donc, on observe des raies discrètes, des raies discrètes, mais je bouge un phénomène qui maintenant, on bouge toutes les couleurs. On va voir que quelques couleurs, quelques raies qui vont apparaître, d'accord? Ça, c'est le spectre de l'atome d'hydrogène. On va avoir une raie à 656 qui est de couleur rouge, 656 nanomètres. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la longueur d'onde. On va observer une longueur d'onde à 486 nanomètres de couleur un peu bleu-vert à peu près, ou la bleu indigo, une couleur bleue, d'accord, à 434 nanomètres et une autre raie à 410 nanomètres, d'accord? Balmer, en 1885, a trouvé une formule mathématique qui permettait de relier quoi? Relier les niveaux énergétiques, d'accord, à la longueur d'onde. C'est-à-dire, si on sait l'électron de quel niveau vers quel niveau, d'accord, on peut connaître la longueur d'onde qu'il va émettre. D'accord? Tel que ici, là, vous voyez, il y a une constante. Cette constante, c'est la constante de Rydberg qu'on va voir tout à l'heure et qui est égale à 1,097 10 puissance moins 7 mètres moins 1.
D'accord? Cette constante, elle peut être également exprimée en centimètres moins 1. Vous voyez ici qu'il y a, par exemple, pour Balmer, on voit 1 sur 4. Donc, la formule exacte, la formule de Rydberg, d'accord, qui a permis de trouver les fréquences de lumière ou les longueurs d'onde de lumière en connaissant les niveaux énergétiques, c'est-à-dire qui n'arrif l'électron de quel niveau vers quel niveau, n'arrif la longueur d'onde qui lui est associée, on arrive également la fréquence nue, d'accord? Ça, c'est pas la fréquence, ça, c'est le nombre d'ondes. Nombre d'ondes, 1 sur lambda. Attention, la fréquence, ce n'est pas 1 sur lambda, la fréquence, c'est C sur lambda. Ici, il s'agit du nombre d'ondes. Ici, RH, c'est la constante de Rydberg qu'on a vu tout à l'heure, qui vaut 1,097 10 puissance 7 mètres moins 1. Et vous allez me poser la question, ou vous êtes en train de vous poser la question, c'est quoi N1, c'est quoi N2? N1, N2, c'est le nombre quantique principal qui caractérise le niveau énergétique. D'accord? Donc, qui n'arrive l'électron, vers quel niveau il est passé, je peux calculer la longueur d'onde qui lui est associée. Cette relation ou cette formule est appelée la formule de Rydberg. La formule de Rydberg. D'accord? Maintenant, cette observation, c'est-à-dire, je parle de quoi? Je parle de ça. Cette observation de raie discrète. La lumière comme la lumière blanche. Pourquoi il n'y a pas ce spectre continu? D'accord? Pourquoi je n'observe que des raies discrètes, quelques raies de lumière et pas toute la lumière? Donc, cette observation de raies discrètes montre que l'atome d'hydrogène ne peut se désexciter qu'en perdant certaines énergies. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'atome d'hydrogène ne peut pas prendre n'importe quelle énergie. Et quand il va tomber d'un niveau à un autre, d'accord, il ne va émettre que certaines énergies, pas toute l'énergie, d'accord? Et donc, c'est différent des systèmes macroscopiques. On a pris l'exemple du pendule tout à l'heure. Le pendule, NOS, qui te met une énergie, vous le poussez, d'accord? واش يدير يقعد يهتز il بالعقل il descend ينقص la fréquence حتى يحبس d'accord donc c'est quelque chose de continu il va se désexciter en émettant toutes c'est-à-dire en prenant toutes les valeurs d'énergie d'accord avec l'électron ce n'est pas le cas d'accord donc d'après les lois électromagnétiques d'électromagnétisme de Maxwell, l'électron en tournant, donc, il devrait rayonner de l'énergie de manière continue, d'accord, et chuter progressivement sur le noyau. Or, ce qu'on observe, c'est que l'atome d'hydrogène est stable. Donc, si on veut appliquer les lois de la mécanique classique ou les lois des systèmes classiques, qu'est-ce qu'on va dire? L'électron, il sera là comme le pendule. L'électron, il est où? Il est sur une orbite autour du noyau, d'accord? Donc, si il va continuer de tourner autour du noyau, d'accord? Si on l'envoie, on va l'exciter, il va vers un niveau supérieur, il va continuer à tourner, puis en se désexcitant, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va progressivement perdre de l'énergie et retomber sur le noyau. C'est comme le pendule. Il oscille et puis il s'arrête. D'accord? Or, ce qu'on observe, nous, c'est que les atomes d'hydrogène sont stables. Le phénomène aurait été vérifié sur les atomes d'hydrogène. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y aurait pas d'hydrogène autour de nous. D'accord? Or, là, on observe que l'hydrogène est une molécule stable. Ça veut dire que l'électron qui est sur son orbite ne va pas retomber sur le noyau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ces nouvelles observations expérimentales et ces nouveaux raisonnements vont amener Max Planck à formuler une nouvelle proposition de description de la lumière. Alors, Max Planck,
a donné une nouvelle définition de la lumière. Lesquelles? Alors, que nous dit Max Planck? Les radiations électromagnétiques sont des flux de paquets d'énergie électromagnétique. Ces paquets furent appelés photons par Albert Einstein. Plus la lumière est intense en un point, plus il y a de photons passant par ce point. Une source lumineuse faible émet peu de photons. Une source lumineuse intense émet beaucoup de photons. D'accord? La relation de Planck-Einstein, c'est la relation que je vous ai donnée tout à l'heure. E est égal à H nu. C'est la quantification de l'énergie lumineuse. On va faire un petit exercice en appliquant cette relation de Planck-Einstein. On prend une lampe typique, c'est la lampe que vous avez chez vous, qui va émettre 25 joules de lumière jaune à 580 nanomètres en une seconde. On veut calculer le nombre de photons, d'accord? On calcule nu, la fréquence qui est C sur lambda, d'accord? On trouve nu est égal à 5,17 10 puissance 14 secondes moins 1. Le Hertz, c'est seconde moins 1. Vous vous familiarisez avec ces nouvelles unités. Et chacun de ces photons a une énergie E est égale à H nu. D'accord? H, c'est la constante de Planck qu'on a déjà vue dans le cours de l'atomistique ou la classification périodique. La constante de Planck est égale à 6,62 10 puissance moins 34 fois. Qu'est-ce qu'on a multiplié ici? On a multiplié la fréquence et on trouve cette énergie-là. C'est l'énergie associée à une lampe, d'accord? Qui est associée à une lampe qui émet une lumière jaune. Jaune, ça veut dire une longueur d'onde de 780 nanomètres, d'accord? Si la puissance de cette lampe est de 25 joules, نعرف le nombre de photons. نقسم l'énergie totale اللي هي 25 joules على l'énergie d'un photon. D'accord? C'est-à-dire la valeur qu'on a trouvée ici. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le nombre de photons. Donc, une lampe de lumière jaune que vous avez chez vous contient 10 puissance 20 photons par seconde. D'accord? Donc, pour récapituler tout ça, la lumière, c'est quoi? C'est une superposition d'un champ électrique et un champ magnétique. D'accord? Les radiations électromagnétiques sont des flux de paquets d'énergie, c'est-à-dire la lumière fiha des paquets d'énergie, d'accord? Chaque paquet d'énergie, il a été appelé photon, d'accord? Chaque paquet d'énergie est appelé photon. Si la lumière est intense, je m'entends intense, ça veut dire qu'il y a beaucoup de photons, d'accord? Si la lumière est faible, ça veut dire qu'il y a moins de photons. Et on a vu ça avec un exemple de calcul du nombre de photons dans une lumière, une lampe domestique. Maintenant, il y a autre chose dont on a parlé, c'est que cette lumière pourrait être utilisée pour exciter les électrons, d'accord? Lorsqu'une surface de métal est exposée à une radiation UV, des électrons sont éjectés, d'accord? Suivez bien avec moi, si l'énergie d'un photon, c'est quoi le photon? Maintenant, on sait que la lumière est constituée de paquets d'énergie, d'accord? Ces paquets d'énergie, on les appelle des photons, d'accord? Si l'énergie d'un photon incident et toucher le métal est plus faible que l'énergie requise pour arracher un électron du métal, alors aucun électron n'est éjecté, d'accord? Quelle que soit l'intensité de la radiation, le nombre de photons percute la surface chaque seconde. Maintenant, si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'extraction de l'électron, alors un électron est éjecté avec une énergie cinétique égale à l'excédent de l'énergie incidente. Je reprends ce qui est écrit ici, d'accord? Nous avons vu la dernière fois, on a parlé d'énergie d'ionisation, d'accord? Ioniser un atome, c'est quoi?
c'est lui arracher un électron. D'accord? Donc, comment arracher cet électron? On envoie de la lumière qui a une certaine énergie. L'énergie لازم تكون supérieure à l'énergie d'ionisation. D'accord? إذا كانت l'énergie inférieure à l'énergie d'ionisation, اللي هي l'énergie requise pour arracher un électron, les électrons ne seront pas éjectés. ما نقدرش نحيهم. Maintenant, si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'ionisation, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va enlever l'électron. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'électron, le فرق بين l'énergie d'ionisation ou l'énergie du photon, on a bombardé la surface du métal, sera transformé en une énergie cinétique. D'accord? Madame, excusez-moi. Oui? Excusez-moi. Examen, coupez votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Très bien, merci. On continue parce que ce qu'on voudrait, ce n'est pas arracher les électrons, d'accord? On voudrait exciter les électrons pour expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène, d'accord? Alors, les atomes d'hydrogène excités restituent de l'énergie sous forme de lumière. Ils émettent des photons. En se désexcitant, les atomes sautent d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. Vous voyez, quand on passe du deuxième état vers le premier état, on a cette longueur d'onde. D'accord? Il émet l'énergie de désexcitation sous forme de lumière, donc une longueur d'onde. D'accord? Et puis, quand il passe de cet état-là à l'état fondamental, il émet cette longueur d'onde-là. D'accord? La différence d'énergie entre ces deux niveaux correspond à l'énergie du photon. D'accord? H nu est égal à delta E. D'accord? On est en train de relier la relation de Planck-Einstein à ce qui va se passer au niveau de l'atome. D'accord? On a un électron à l'atome d'hydrogène qu'on a excité avec une certaine énergie, une source de courant électrique, par exemple. Les électrons vont vers des niveaux supérieurs. D'accord? Et puis, ils vont revenir vers leur état fondamental. يقدر إذا كانت عنده l'énergie suffisante يعاود يرجع vers un état fondamental. Donc, qu'est-ce qu'il va émettre? Il va émettre de l'énergie. Cette énergie, هي الفرق بين l'énergie du niveau le plus haut et l'énergie du niveau le plus bas. D'accord? Selon cette relation. Delta E est égal à E haut moins E bas. Et cette énergie sera égale à H nu. H nu ou la HC sur lambda. Puisque je sais que nu est égal à C sur lambda. Plus le saut est grand, saut est grand, plus la fréquence du photon émis est grande. Et on le sait, d'accord? Parce que plus le saut delta E يكون كبير, ça veut dire que la fréquence تكون كبيرة. Delta E كبير, donc le saut كبير, ça veut dire qu'il y a un فرق كبير بين le niveau d'énergie haut et le niveau d'énergie bas. D'accord? Maintenant, on va relier tout ça à la relation qu'on a vue tout à l'heure. Moi, j'ai vu tout à l'heure que, attendez que je cherche le crayon, j'ai vu tout à l'heure que 1 sur lambda, rappelez-vous, la relation de Rydberg est égale à RH, d'accord, est égal à 1 sur, alors, mettez ça, le niveau le plus haut, d'accord, N2 au carré, moins 1 sur N1 au carré, d'accord, le niveau le plus bas, d'accord, ça c'est la relation de Rydberg, d'accord. Si je multiplie partout par HC, d'accord, je sais que si je multiplie partout HC, وش يولي عندي هنا؟ يولي عندي هنا HC sur lambda, HC sur lambda et C sur lambda, وشنو هو؟ c'est nu. تولي عندي H nu. H nu, c'est quoi? H nu, ce n'est autre que delta E. D'accord? Je multiplie partout, d'accord? Je vais avoir RH
Là, je vais avoir HC aussi, d'accord? Partout HC pour avoir la relation. C'est la relation que vous voyez là ici, d'accord? H nu est égal à delta E. C'est moi, donc, HCR. Donc, là, on a développé. Donc, ça, c'est des mathématiques. De toute façon, cette relation, on va l'utiliser beaucoup, la relation de Rydberg, et vous allez voir tout à l'heure. On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On fait appel au modèle atomique de Bohr, d'accord, pour essayer d'expliquer justement le spectre d'hydrogène. Je peux vous dire que, mis à part la relation de Rydberg, le reste, c'était une introduction, d'accord? Donc, on commence maintenant à arriver aux relations qui nous intéressent réellement et qu'on va après utiliser sous forme d'exercice, dans la séance de télé. On a fait appel au modèle, oui. Madame, Madame, la je couleur, سمع مليح. je veux dire que la couleur des photons est reliée par quoi? La couleur? La couleur des rayons est reliée par quoi? Alors, la couleur de la... Après, je vais vous dire. Vous gardez votre question pour tout à l'heure. Je vais y arriver dans quelques instants. D'accord? D'accord, merci. C'est bon, maintenant, le son est rétabli. Vous m'entendez parfaitement, j'espère. Parce que moi, je n'ai rien touché. Hein. OK, très bien. Pourquoi on a fait appel au modèle de Bohr? C'est vrai que le modèle de Bohr, quand on a vu le cours thalatomestique, le modèle de Bohr avait certaines incohérences, certaines imperfections, donc il a été laissé tomber et donc on est allé vers l'équation de Schrödinger, le modèle de Schrödinger qui a complété le modèle de Bohr parce qu'il y avait des choses qui manquaient dans le modèle de Bohr. Mais le problème, on ne va pas dire que c'est un problème. Ce qui est bizarre, c'est que le modèle de Bohr explique parfaitement comment relier le saut des électrons entre les différents niveaux énergétiques et les longueurs d'onde observées. D'accord? Donc, on va utiliser le modèle de Bohr justement pour relier la longueur d'onde observée aux différents sauts d'énergie. D'accord? Je vous rappelle qu'un électron va sauter d'une orbite à une autre ici. Donc, là, on n'est pas en train de parler de sous-couche ou d'orbital atomique. Là, on parle d'orbite, c'est-à-dire de couche principale. L'électron va sauter d'une couche à une autre, caractérisé ici par les nombres quantiques principales, n, vous le voyez ici. Ça, c'est les différentes couches. D'accord? Donc là, on ne va pas parler de sous-couche, on ne va pas parler d'orbital atomique, on va justement utiliser le modèle de Bohr pour expliquer le spectre de raies de l'atome d'hydrogène. On revient donc vers un rappel sur le modèle de Bohr. On a dit que les électrons gravitent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Vous le savez déjà. Les électrons parcourent seulement certaines orbites bien définies sur lesquelles ils ne rayonnent pas. Elles sont appelées des orbites stationnaires. Donc, nous avons dit que l'électron ne peut pas être là au milieu, d'accord? Il n'a que certaines orbites permises, d'accord? Et puis là, il ne peut pas être là au milieu, d'accord? Et à chaque niveau correspond une énergie, d'accord? Donc, l'énergie, c'est pour ça qu'on colo. L'énergie des atomes, elle est quantifiée, elle n'est pas continue. L'électron ne peut pas prendre toutes les valeurs d'énergie de 0 à l'infini. Il ne prend que certaines valeurs. Et ces valeurs sont caractérisées par ces couches-là. D'accord? À chaque fois qu'il est sur une couche ou sur une orbite caractérisée par le nombre quantique principal, une énergie. Et donc, quitte là, niveau, il change d'orbite, il change de niveau énergétique. D'accord? Donc, ces orbites-là sont appelées des orbites stationnaires. Ces orbites stationnaires sont associées à des énergies bien définies qu'on appelle des niveaux d'énergie. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Les électrons peuvent gagner ou perdre de l'énergie seulement en sautant d'une orbite stationnaire à une autre. Donc,
باش يطلع من un niveau inférieur à un niveau supérieur يحتاج de l'énergie, je dois la lui donner, sinon il ne va pas bouger de son niveau. Maintenant, qu'il يطلع vers un niveau excité, il va revenir vers son état fondamental parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui se passe autour de nous, surtout en chimie ou autre, va vers l'énergie la plus faible et donc لازم يرجع vers son état fondamental. وكي يرجع vers son état fondamental واش يدير؟ il va restituer, يرجع l'énergie qu'il a reçue sous forme de lumière. Et c'est pour ça qu'on observe des raies dans le cas de l'atome d'hydrogène. Et on a dit les transitions entre les niveaux d'énergie se font par absorption ou émission. Donc, vous avez compris que kinetla, mon niveau inférieur, niveau supérieur, je vais absorber de l'énergie, ou kinarbot, mon niveau supérieur, niveau inférieur, je vais émettre de l'énergie. D'accord? Donc, je reviens encore vers on revient vers le cours. On l'a dit tout à l'heure, les postulats de bord permettent d'interpréter le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Chaque radiation émise de fréquence nue, nu, c'est pas N, je me suis trompée, donc ça c'est nu, ce n'est pas N, d'accord? Donc chaque, ok, voilà, chaque fréquence émise de fréquence nue, c'est-à-dire on fréquence ou la longueur d'onde. Chaque radiation émise, parce que le spectre d'émission correspond à la désexcitation de l'atome. Parce que des émissions, lorsque l'atome y a un niveau supérieur à un niveau inférieur, il se désexcite, d'accord? Et a une transition vers un niveau inférieur d'énergie. Et la variation d'énergie sera égale à H. Delta E est égal à H nu. Qui n'arbot un niveau supérieur vers un niveau inférieur, on va émettre de l'énergie, delta E, E supérieur moins E inférieur, est égal à H nu, est égal à H nu ou est égal à HC sur lambda. Donc, la désexcitation, lorsque l'électron y a un niveau supérieur, un niveau inférieur, il va émettre de l'énergie sous forme de photons lumineux et on va donc observer une raie d'une certaine couleur. Et je vais vous dire les couleurs selon quoi on va les reconnaître. Je vais vous donner un exemple. On va calculer la première raie de la série de Lyman. Je sais que tout ce que j'ai dit là vous semble du chinois maintenant, mais après on va vous dire shkon Lyman hava et c'est quoi la série de Lyman, d'accord? Donc, la série de Lyman, ça correspond au niveau énergétique N est égal à 1. D'accord? N, c'est quoi? Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le nombre quantique principal. Vous avez compris, j'espère, qu'à chaque niveau, N d'où sa série. N est égal à 1, c'est la série de Lyman. N est égal à 2, c'est la série de Balmer. N est égal à 3, c'est la série de Paschen. N est égal à 4, c'est la série de Brackett. N est égal à 5, c'est la série de Pfund. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'électron tla vers un niveau supérieur. Maintenant, il va vers l'arrêt 1. D'accord? Il va vers le niveau, 1. Ça veut dire la série de Lyman. Il va vers la série, N est égal à 2. Ça veut dire que je suis dans la série de Balmer. N est égal à 1, N est égal à 2. Je vais vous rappeler, je sais que vous avez compris, mais le N, c'est les orbites, d'accord? N est égal à 1, N est égal à 2, N est égal à 3, c'est les orbites, d'accord? Quand les électrons y a au niveau 1, d'accord, on aura la série de Lyman. Qui y a au niveau 2, on aura la série de Balmer et ainsi de suite. Tout à l'heure, on a comme toutes les séries du spectre d'émission. Maintenant, on a dit qu'il s'agit de la série de Lyman, d'accord? Ça veut dire que N est égal à 1. J'ai appliqué la relation de Rydberg. Je vous montre la relation de Rydberg. 1 sur lambda est égal à RH, 1 sur 1 au carré. D'accord? Parce que c'est la série de Lyman. Moins 1 sur 2. Comme la première raie. Première raie. Regardez ici. Je vais y aller vers le spectre tout à l'heure. Et donc, ça va être RH 3 sur 4. Lambda, le voilà. C'est 122,32 nanomètres.
Ou l'énergie associée à cette longueur d'onde, c'est HE, HC sur lambda. C'est 0,163 10 puissance moins 17 joules. En fait, je vais vous dire quelque chose. Ici, on ne va pas travailler avec le joule, on va travailler plutôt avec l'électron-volt, nouvelle unité d'énergie. D'accord? Nouvelle unité d'énergie. C'est quoi l'électron-volt? Un électron-volt, un électron-volt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. D'accord? Je suis passée d'une transition, d'accord? Mais un niveau énergétique est égal à 2 vers un niveau énergétique est égal à 1. D'accord? De cette transition-là, j'ai calculé la longueur d'onde grâce à la relation de Rydberg. D'accord? Et puis, de cette longueur d'onde, j'ai calculé une énergie grâce à la relation de Planck-Einstein. D'accord? Cette énergie qui a été au début estimée en joules, de quoi? Vers l'électron-volt. Maintenant, ça c'est la première raie. La première raie, l'électron هبط من niveau 2 للنيفو 1. Maintenant, la raie limite, واش معناتها؟ معناتها l'électron يجينا من l'infini vers niveau 1. Regardez comment j'ai كيفاش عوضت في la relation de Rydberg. 1 sur 1 moins 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est quoi? C'est 0. Et donc, tu lis RH sur 1. Et donc, ça donne cette énergie-là. Le premier niveau a une énergie de moins 13,6 électron-volts. Peut-être comme ça, ce n'est pas clair. On va revoir ça avec des diagrammes. Oui. Madame, E0, oui. Ça veut dire l'atome devient ion. Tu l'as d'accord? L'infini, mais chez 0, oui. L'infini. Exactement. Voilà. Qui تنحي un électron ou te l'infini, ça veut dire que vous l'avez arraché. Il s'agit d'une ionisation. D'accord? Il s'agit d'une ionisation. Vous avez bien compris. Madame. Maintenant, Madame. on arrive, oui. Oui. Je n'ai pas compris comment appliquer la première relation. Relation. Ici, celle-là? Oui, madame, comment appliquer ces règles, genre comment calculer et tout? Comment calculer? On va y arriver. Voilà, أنا جايين بالعقل, d'accord? Voilà, ça c'est un spectre d'énergie. Oui? Madame, oui. Madame, pourquoi on calcule delta E? Pourquoi on calcule Oui, pour identifier la série. Pour identifier la série, oui. On va voir tout à l'heure. Attendez, ne posez pas vos questions parce qu'il y a des réponses qui arrivent à vos questions. D'accord? Ici, c'est un diagramme d'énergie. D'accord? Diagramme d'énergie. Vous allez me dire d'où vient ce diagramme d'énergie? Parce que la réponse est déjà même bad. D'accord? Je ne vais pas répondre à cette question maintenant parce que la réponse va venir après. Je voulais vous montrer les différentes séries. D'accord? Vous voyez? On a une énergie en fonction du niveau. Le niveau, c'est quoi? C'est la couche. D'accord? Chaque couche, chaque nombre quantique principal a son énergie. Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'énergie de l'électron, elle est quantifiée. Que l'électron ne peut pas prendre toutes les valeurs d'énergie. Elle ne peut prendre que certaines valeurs permises. Ramlik les valeurs. Pour n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, n c'est le nombre quantique principal. Vous allez me dire, ou comment calculer ces énergies? Je vais vous dire, soyez patient parce que la réponse va venir tout à l'heure. هنا حبيت برك نعرفكم بلي séries. Vous voyez que هنا عندي l'électron. كامل les électrons هنا راهم يهبطوا من des niveaux supérieurs vers le niveau 1. D'accord? Niveau supérieur vers niveau 1. Vous voyez les flèches? Niveau supérieur vers niveau 1. Qui يهبطوا le niveau 1? هذه la première série, c'est la série de Lyman. راهم يجيو من un niveau supérieur vers le niveau n est égal à 1. Maintenant, regardez la deuxième série. Ils disent les niveaux supérieurs vers n est égal à 2. Niveau supérieur vers n est égal à 2. Ça, c'est la série de Balmer. Et ainsi de suite. Niveau 3, c'est la série de Paschen, celle de Brackett, niveau 4, et celle de Pfund. En fait, on ne connaît que celle-là. On ne connaît pas d'autres. D'accord? Maintenant,
Premier exercice, d'accord? Et c'est un exercice qu'on va faire ici en cours et vous allez faire en TD aussi. Premier exercice, comment calculer la première raie et la raie limite. واش هي la première raie, la raie limite. كنا déjà شفنا un exemple هنا juste تاع ليمان. On va le voir pour les autres. Alors la première raie, c'est la première raie, c'est-à-dire هنا عندي ليمان, ça veut dire n est égal à 1. La première raie, ça veut dire l'électron, يجي من 2 ل 1. D'accord? La limite, ça veut dire يجيني من l'infini ل 1. D'accord? نجي البالمر, la première raie تاعو, ça veut dire يجي من 3 ل 2. Ou la raie limite تاعو, ça veut dire يجي من l'infini ل 3, le 2. Paschen, ça veut dire يهبط من 4 ل 3, la première raie. Ou la raie limite, يهبط من l'infini ل 4. Et ainsi de suite. On a ici des exemples de calculs. Pour celle qui m'a posé la question tout à l'heure, les calculs, je n'ai pas compris. Voilà une série de calculs. À chaque fois, حسبنا la première raie ou la raie limite en utilisant cette formule qu'on appelle la formule de Ritz ou la formule de Rydberg. D'accord? Donc, la formule de Ritz, pardon. Donc, là, pour la première raie, نعوض N1. N1 est égal à 1. N2 est égal à 2. هنا رانا قلبناهم. Pourquoi? Parce que ici, كي شفناهم هنا كان كاين signe négatif. Vous avez vu? هنا كي شفناهم. Attendez, je reviens vers voilà. Ici c'est N1, N2. N1, N2. Niveau الأول, niveau deuxième. D'accord? Deuxième, c'est le niveau اللي كان فيه l'électron يهبط vers niveau 1. D'accord? Si N1 est égal à 1, c'est la série de Lyman. Si N1 est égal à 2, c'est la série de Balmer. Si N1 est égal à 3, c'est la série de Paschen et ainsi de suite. Maintenant, N2, ça peut être n'importe quelle valeur. D'accord? On a focalisé sur la première raie et la raie limite. Première raie, pour Lyman, ça veut dire N1 est égal à 1, N2 est égal à 2. La raie limite, ça veut dire N1 est égal à 1, N2 est égal à l'infini. Voilà les calculs. Je n'ai pas terminé les calculs, mais vous pouvez le finir tout seul. Maintenant, la deuxième raie, Balmer. Balmer, ça veut dire que N1 est égal à 2. Première raie, ça veut dire يهبط من 3 ل 2. D'accord? La raie limite, d'accord? يهبط من l'infini ل 2. D'accord? نجي la série de Paschen, ça veut dire que N1 est égal à 3. Première raie, يهبط من 4 le 3. Raie limite, يهبط من l'infini le 3. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est toutes les raies. Premier exercice qu'on fait, et c'est une question qu'à chaque fois qu'on pose, calculer la première raie et la raie limite à la série telle, Lyman, Balmer, Paschen. Alors, je vous dis, pour Lyman, ça veut dire N1 est égal à 1. Pour Balmer, ça veut dire N2 est égal à 2. Paschen, ça veut dire, pardon, N1 est égal à 3 et ainsi de suite. Oui, je m'excuse. N1 est égal à 3. En plus clair, vous les avez ici, d'accord? Voilà, toutes les raies تاع ليمان حتى l'infini, bien sûr ما نقدروش parce que حنا حبسنا في niveau 7, mais n, vous le savez, il va de 0 à l'infini. Il va de 1 à l'infini. Le nombre quantique principal n, il va de 1 à l'infini. عدد طبيعي لا يساوي الصفر. D'accord? Paschen, Balmer, le voilà, et Paschen, le voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit comment je peux relier la couleur à la longueur d'onde. Alors, il faut savoir que la série de Lyman se situe dans l'ultraviolet. Et donc, ici, on ne va pas avoir de couleur. La série de Balmer, elle se situe dans le visible. Donc, on ne peut pas voir une couleur. D'accord? Mais Balmer, je peux voir une couleur parce que c'est le spectre visible. Est-ce visible? C'est là où on peut voir les couleurs que nous connaissons. D'accord? La série de Paschen, par exemple, c'est l'infrarouge. Là aussi, excusez-moi, laissez-moi terminer l'idée. Laissez-moi terminer l'idée. La série de Paschen, c'est l'infrarouge. Là aussi, on ne peut pas voir de couleur. Le tableau, il est à retenir. D'accord? لازم نعرف la série de Lyman, win. La série de Balmer, win. La série de Paschen, win. Bracket win. Et Pfund win. C'est important. C'est quoi? C'est les régions. Laissez-moi terminer l'idée.
c'est les régions du spectre électromagnétique. C'est les régions اللي شفناهم هنا tout à l'heure. Vous vous rappelez le spectre? Je vous ai dit dans le spectre électromagnétique, les régions qui nous intéressent. Le spectre électromagnétique, Mademoiselle, laissez-moi finir. Faites votre remarque plus tard, s'il vous plaît. Donc, le spectre électromagnétique, c'est tout ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'infrarouge visible UV. Voilà, c'est ce que j'ai délimité ici. L'UV, ça va de 200 à 380. Visible, ça va de 380 à 790. L'infrarouge, ça va de 790 à 1300. D'accord? Il faut retenir les régions. نعرف l'infrarouge وين, l'UV وين, le visible وين. Donc, كي تكون في la série وين تظهر في l'UV, il n'y aura pas de couleur. Les couleurs, نشوفهم uniquement إذا كانت la série تخرج لي في visible. D'accord? C'est comme la série de Balmer. Alors, la série de Balmer, comme je l'ai dit ici, la série de Balmer, elle se situe sur le visible. Donc, les couleurs اللي شفناهم tout à l'heure, l'atome d'hydrogène, c'était uniquement la série de Balmer. Parce que la série de Balmer, les تخرج في visible, تخرج des couleurs, des raies de couleurs. Les autres, non. D'accord? Bon, très bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé uniquement de spectre d'émission, spectre d'émission, spectre d'émission. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas que le spectre d'émission, il y a également un spectre d'absorption. D'accord? Alors, comment distinguer les deux spectres? Ça, c'est un spectre continu, tu as la lumière blanche. Ça, c'est un spectre d'émission, comme celui celui de l'atome d'hydrogène. Ou c'est un spectre d'absorption. Alors, vous voyez ici, pour trouver ou voir le spectre d'émission, donc on chauffe le gaz qui met de l'hydrogène dans une ampoule où on l'a alimenté par un courant électrique. Maintenant, pour le spectre d'absorption, il faut mettre la lumière ici et mettre le gaz étant froid. D'accord? La lumière va traverser le prisme, on va avoir le spectre d'absorption. Je vous ce qui s'est passé. C'est comme si on a le spectre continu, qu'il y a des raies ou noires. Les raies ou noires, c'est celles qui ont été absorbées par la matière. D'accord? Ou le spectre d'émission, c'est un fond noir avec quelques raies de couleur. D'accord? C'est les raies qui correspondent à quoi? C'est les raies qui correspondent à la transition d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Et le spectre d'absorption, ça veut dire que l'électron a absorbé de l'énergie d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc, si on envoie de la lumière blanche, vers la fin, à la sortie, la lumière blanche, il y a des raies noires. Les raies noires, c'est celles qui ont été absorbées par la matière. C'est celles qui ont été absorbées par la matière. Électromagnétique et ce phénomène d'absorption et d'émission de l'énergie et de photons lumineux, peut-être que vous, à ce niveau, vous ne voyez pas son intérêt, mais il est très utile en chimie. Par exemple, l'UV visible, il permet l'excitation des électrons de valence. L'infrarouge, il provoque des vibrations à l'intérieur de la molécule. Les micro-ondes, ils provoquent des rotations de la molécule. Et les ondes radio, c'est l'inversion de spin le noyau. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs techniques d'analyse qui sont basées sur justement la lumière. On excite la matière avec une lumière et puis on a une réponse. Cette réponse après, elle va nous renseigner sur la molécule. On arrive à un point important. Donc, on peut avoir aussi, il n'y a pas que l'hydrogène qui a un spectre d'émission, les autres atomes aussi. On peut avoir des spectres d'émission, les hydrogénoïdes. Un hydrogénoïde, c'est un atome qui a un seul électron, comme par exemple, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a un seul électron. On utilise la relation que vous avez vue tout à l'heure, celle de Ritz, mais corrigée avec Z. D'accord? Parce que dans la formule pour l'hydrogène, Z était égal à 1. Mais pour ces ions-là, c'est vrai que l'hélium فقد un électron, le Z c'est égal à 2. Lithium, c'est vrai que فقد 2 électrons باش ولا يشبه في l'hydrogène
ou un électron, mais le Z à le lithium, c'est 3. Donc, quand on a un hydrogénoïde, c'est quoi un hydrogénoïde? C'est un atome qui a un seul électron, ça veut dire il a perdu ses électrons, il ressemble à l'hydrogène par le fait qu'il a un seul électron. Quand on peut aussi observer des spectres d'émission d'autres atomes qui ont plusieurs électrons. Maintenant, la formule de Ritz, elle sera différente. On utilise Z moins sigma. Sigma, vous l'avez vu toute la dernière fois, c'est la constante d'écran. Je vais vous montrer quelques spectres d'émission et d'absorption de certains atomes. Ici, c'est le spectre d'émission, tu as le sodium et ça, c'est son spectre d'absorption. Ça, c'est le spectre d'émission, tu as le mercure et ça, c'est son spectre d'absorption. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que c'est les mêmes raies, d'accord? Elles ont des couleurs parce que c'est un spectre d'émission. Elles sont noires parce qu'il les absorbe. Parce que il faut comprendre que les transitions, elles sont les mêmes. Les transitions, يتبدلوا كي يتبدل l'atome. واش معناتها؟ معناتها هذا le spectre, c'est comme votre empreinte digitale, d'accord? C'est comme votre empreinte. L'empreinte تاع صباحكم. C'est la même chose pour les atomes. Le spectre d'émission تاعهم ou l'absorption, c'est leur empreinte. أنا كي نشوف هذا نعرفوا qu'il s'agit de l'hydrogène. كي نشوف هذا نعرف qu'il s'agit du sodium. كي نشوف هذا نعرف qu'il s'agit du mercure. Maintenant, لو كان يتبدل l'atome, le spectre يتبدل. بصح بين l'émission ou l'absorption, c'est les mêmes raies, sauf qu'ici, elles ont été émises et là, elles ont été absorbées. D'accord? On continue toujours. Donc, ce qu'on va faire ici, donc ce qui nous intéresse jusque-là, c'est la relation de Rydberg. D'accord? Pour récapituler un peu. Oui? مدام ماشي هذا هو نفسه الكور اللي داوه الصباح مع بروفيسور حاج بوسعد. Non, ce n'est pas le cours les Darosbach. Je crois que Sbach, il a entamé la thermodynamique. Mais ce n'est pas grave. Hein. Oui, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. D'accord? Le cours qui a été fait la semaine passée. D'accord? Ça, c'est le cours qui a été fait la semaine passée. D'accord? Très bien. Alors, ce qu'on va faire, j'ai dit pour récapituler, ce qui vous est utile, vous maintenant, il faut savoir c'est quoi l'émission, le spectre d'émission et le spectre d'absorption. Le فرق بين un spectre d'émission et un spectre d'absorption. Cette absorption, elle est due à quoi? Elle est due à l'excitation d'un électron par un photon lumineux ou une énergie. Et l'émission, elle est due à la désexcitation de l'électron lorsqu'il passe d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Il va se désexciter, restituer l'énergie sous forme de lumière. D'accord? Ce qui nous intéresse jusqu'à présent pour faire les calculs, c'est la relation de Ritz. D'accord? La relation de Ritz, 1 sur lambda est égal à RH 1 sur N1 au carré moins N1 sur N2 au carré. Selon la valeur de N1, vous allez avoir des séries spectrales. Pour N1 est égal à 1, c'est la série de Lyman. Pour N1 est égal à 2, c'est la série de Balmer. Pour N1 est égal à 3, c'est la série de Paschen. Pour N1 est égal à 4, c'est la série de Brackett. Et pour N1 est égal à 5, c'est la série de Pfund. On peut faire des calculs, rechercher la longueur d'onde de la première raie et de la raie limite qui va chauffer l'exemple, tu as le cours tout à l'heure. Et puis, voilà. Donc, on arrive maintenant, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est la démonstration des relations, d'une relation, c'est le calcul de l'énergie. Vous vous rappelez que tout à l'heure un diagramme d'énergétique, comme les énergies de niveau 1, niveau 2, niveau 3, ما مديتيكمش العلاقة اللي تسمح لكم باش تحسبوا les niveaux d'énergie. On va les voir tout à l'heure. C'est justement cette énergie-là qu'on va le voir. Mais pour y arriver, on va faire quelques démonstrations. Moi, je ne vous demande pas de retenir cette démonstration parce que vous n'en avez pas besoin. Vous êtes censé la comprendre et non l'apprendre. Ce qui vous intéresse, c'est la formule qu'on va retrouver au final. Alors, pour démontrer ou retrouver les niveaux énergétiques, on va démarrer du modèle de Rutherford. D'accord? L'électron
de masse M décrit un mouvement, tel que vous le voyez ici, décrit un mouvement circulaire uniforme de rayon R, le rayon, de vitesse V autour du noyau. L'électron, il est chargé négativement, le noyau, il est chargé positivement. Il s'agit là de l'atome d'hydrogène, d'accord? Alors maintenant, comme l'électron il est chargé négativement et le noyau est chargé positivement, كاين بيناتهم une force F هذه اللي راهي تجبد, c'est la force d'attraction électrostatique, d'accord? La force d'attraction électrostatique. تعرفوها F est égal à 1 sur 4 pi epsilon carré E au carré sur R au carré qui يكون عندي deux charges, واحدة positif واحدة négatif, هذا Q plus هذا Q moins, بيناتهم une distance D, F est égal à 1 sur 4 pi epsilon carré Q1 Q2, le tout sur D au carré. C'est une relation que vous avez déjà vue, je pense, au lycée. D'accord? Donc, epsilon 0, ce qu'on appelle la permittivité du vide. Je ne sais pas comment on l'appelle en arabe, c'est égal à 8,85 10 puissance moins 12. C'est ce que vous voyez là. Maintenant, l'électron يقعد sur cette orbite, لازم يكون توازن بين واش وواش, بين la force centrifuge, القوة الطاردة, parce que علاش comme l'électron هذا راهو يدور, donc قادر يروح من l'orbite تاعو, d'accord? إذا ما كانتش كاينة égalité بين القوة الطاردة, d'accord, ou la force d'attraction. القوة الطاردة هي la force centrifuge. Égalité بين القوة الطاردة ou la force électrostatique هي اللي تخلي l'électron يقعد sur l'orbite. القوة الطاردة c'est mv au carré sur R ou la force électrostatique c'est celle-là. من هاد l'égalité بين la force d'attraction électrostatique ou la force centrifuge نخرج la vitesse. هايلك هذه équation 1 تفكروها, d'accord? Maintenant, moi, je veux calculer l'énergie. L'énergie totale de l'atome correspond à la somme de l'énergie potentielle, électrostatique et l'énergie cinétique. D'accord? L'énergie potentielle électrostatique, elle a cette expression-là, et l'énergie cinétique. D'accord? الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الكهربائية ولا الإلكتروستاتية وش بقى. En utilisant l'équation 1, d'accord, نجمع l'équation 1 واش خرجنا منها؟ خرجنا V au carré. Vous voyez? حنجيب V au carré, je le remplace ici. D'accord? Et je vais additionner, نجمع, تخرج لي l'énergie totale est égale à ça. D'accord? On n'est pas encore arrivé à la valeur de l'énergie. D'accord? Maintenant, on revient à bord. On était dans le modèle de Rutherford. On revient vers le modèle de Bohr. D'accord? En utilisant le modèle de Bohr, on trouve que le rayon prend cette valeur-là. Pourquoi? Pourquoi le rayon a العلاقة? Je vais vous dire pourquoi. Tout ça, c'est des démonstrations. Je vous dis, vous n'êtes pas censé les apprendre. نحوس الحقيقة une valeur d'énergie, une valeur de rayon, نحتاجهم et puis d'accord? Pourquoi? Je sais que De Broglie associe à toute particule en mouvement une onde. On a déjà vu. De Broglie قال لهم باللي toute particule عندها un aspect ondulatoire. Toute particule en mouvement عندها un aspect ondulatoire. Et la longueur d'onde est calculée par cette relation. Lambda est égal à H sur mv. D'accord? Pour vérifier la condition de Bohr, maintenant si j'ai un électron, voilà, je prends mon crayon, j'ai un électron. À cet électron, comme il tourne autour du noyau, je lui associe une onde. C'est ce qu'a constaté De Broglie. D'accord? Maintenant, l'onde هذه, l'onde, la voilà. l'onde هذه تكون cohérente, il faudrait تكون multiple تاع المحيط. D'accord? Multiple تاع المحيط. Parce que إذا ما كانتش multiple تاع المحيط تقدر لوند مثلا يصرى لها هكا لوند تخرج ما يطيحوش فوق بعضهم بعض هكا تخرج كاريمون منا. D'accord? Alors qu'il faudrait تكون كاينه une coïncidence كيما راكم تشوفوا هنا. Je vais vous montrer. Moi j'ai pris ces deux dessins. Regardez ici. L'onde بدات منا. D'accord?
Vous voyez ici, بدات منا بصح ما طاحتش في هذا البوان، طاحت منا. Maintenant, كي يكون l'onde, d'accord, est un multiple تاع المحيط، مضاعف تاع المحيط، l'onde ما تطيحش برا، ما تطيحش يتلاقاو، d'accord, ils vont se rencontrer. ما نطيحش في هذه la situation. Je serai dans cette situation. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout bêtement? Un نقول 2πr est égal à 1 lambda. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la longueur d'onde لازم تكون مضاعف تاع المحيط. D'accord? مضاعف تاع المحيط. Et donc, qu'est-ce que je tire? Je vais avoir n lambda, etc. Lambda, c'est h sur mv. Je remplace ici. On V. D'accord? V est égal à 1h sur 2πr. Et puis, on remplace V par la valeur de l'équation 1. C'est toute une gymnastique, c'est tout un tas de calcul. L'équation 1, V. Qu'est-ce que je fais? نخرج V هذه ونعوضها في l'équation 1 هنا. D'accord? V هنا اللي صرتها égal à NH. H c'est quoi? C'est la constante de Planck. 2πmr. M c'est la masse de l'électron. R c'est le rayon de l'atome. Je trouve cette relation-là. Regardez ici. Si N est égal à 1, الباقي الكل c'est des constantes. La constante de Planck, la permittivité du vide, pi, la masse de l'électron, la charge de l'électron, tout ça c'est des constantes. On trouve pour n est égal à 1, la plus petite valeur du rayon, c'est R0 qui est égal à 52,9 picomètres. Picomètre, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Parfois, dans certains ouvrages, 53 picomètres. C'est le rayon de la première orbite qu'on appelle aussi rayon de bord. Le rayon, il est important. Donc, R0 qu'on a trouvé ici, il est important. Le rayon de la première orbite. Yani pour n est égal à 1. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends cette valeur اللي صدتها تاع R. D'accord? واش ندير بها؟ نروح نعوضها هنا dans l'expression de l'énergie. D'accord? L'expression est la même que celle que j'ai trouvée ici. Il ne faut pas paniquer. D'accord? Maintenant, je remplace et je trouve cette valeur d'énergie. Là, voilà, j'ai fait le remplacement, le calcul devant vous. وصلت لهذه العلاقة. واش تلاحظوا في هذه العلاقة؟ هاي لك l'énergie totale de l'électron sur une orbite donnée. M est constant, l'électron, la charge de l'électron, epsilon, H, tout ça c'est des constantes. يبقى غير الان يتبدل. وقتاش يتبدل الان؟ Quand je passe d'une orbite à une autre. Il ne faut pas oublier que n ici, c'est le nombre quantique principal qui caractérise l'orbite. D'accord? Maintenant, on va calculer les constantes. Elle est égale à 2,18 10 puissance moins 18 joules. قلنا احنا ما نستعملوش الجول، نستعملوا l'électron-volt. Je vous ai dit tout à l'heure que 1 électron-volt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. C'est comme la charge de l'électron. Donc, واش درت؟ خذيت هذا la quantité وقسمتها على 1,6 10 puissance moins 19 باش نحولها l'électron-volt et je trouve moins 13,6 électron-volt. Et donc, l'énergie d'un électron sur une orbite donnée, d'accord, c'est moins 13,6 sur n au carré. N étant l'orbite, le nombre quantique principal. C'est en utilisant cette relation qu'on a tracé ces diagrammes énergétiques. Et qu'est-ce que vous remarquez? Voilà les valeurs. Vous voyez que plus نطلع vers n, نقرب للزيرو. هاوليك le zéro, vous le voyez, c'est n est égal à l'infini. Et donc, comme vous le venez de souligner, mademoiselle, effectivement, toutes les énergies sont négatives. Ou qui nous dit un électron من niveau 1 le niveau 0, ça veut dire je l'ai arraché. Dites-vous, من l'état تاعو, le niveau 0, c'est une ionisation. D'accord? Et donc, l'énergie d'ionisation, c'est E infini moins EN. N, c'est le niveau où l'électron actuellement. D'accord? D'accord? Oui, il y a des questions?
Je vous ai dit, il ne faut pas retenir la démonstration. Elle n'est pas difficile. C'est des règles de mécanique classique que tombe déjà au lycée. Ce que je veux que vous reteniez, c'est le rayon de bord, la valeur TAO, 52,9 picomètres ou 53 picomètres, c'est le rayon de bord, celui de la première orbite. On va de l'autre, qui fait nos delta E. Regardez, delta E, la différence d'énergie d'un niveau à un autre niveau. D'accord? C'est HC sur lambda. D'accord? نستعمل العلاقة هذه اللي حسبناها tout à l'heure. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve ME au carré 8 epsilon 0 au carré H au carré 1 sur N1. Et donc, Heilig, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? نخرج نوبار نوبار وشنو هو؟ c'est 1 sur lambda تولي هذا كامل على HC. D'accord? وهذه c'est quoi? C'est la constante de Rydberg. D'ailleurs, la série Jaya, celle à l'atome d'hydrogène, le premier exercice que vous allez faire, c'est retrouver cette relation. À partir des niveaux énergétiques, on va retrouver la relation de Ritz. D'accord? Très bien.